15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous, bon lundi, nous allons partir aujourd'hui dans les quartiers de Bruxelles. Votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Et aujourd'hui nous allons partir à Uccle du côté du quartier Saint-Job. Et pour nous en parler, j'ai deux invités, Arnaud Mesdac, bonjour Arnaud, et Christophe Roulans. Bonjour Xavier. Alors messieurs, je vous propose d'abord de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans le quartier. Je t'en prie Christophe. Merci. Donc Christophe Roulans, je suis au niveau commerce, arrivé en janvier 2011 à Place Saint-Job en reprenant l'agence Fintro, donc réseau indépendant bancaire de BNP Paribas. J'étais déjà actif dans ce secteur, mais dans un autre endroit de Bruxelles. Et j'ai également, en arrivant sur la place, pu constater qu'il n'y avait pas ou plus d'associations de commerçants et me suis attelé à la tâche, à la lourde tâche de recréer une association, ce qui finalement s'est passé assez facilement parce qu'il y avait une demande de la part de pas mal d'autres commerçants. Et c'est quelque chose qui n'existait pas? C'est quelque chose qui n'existait plus. Donc l'histoire précise, je ne la connais pas et je ne la connaîtrai jamais, mais a priori de ce que je puis en comprendre, c'est qu'il y avait, comme souvent probablement dans ce type d'association, ou dans toute association, à un moment donné l'énergie était là, puis elle a disparu et c'est plutôt devenu une source peut-être de disputes ou de désaccords ou parce qu'il en faut, surtout pour reprendre une association, il faut donner beaucoup d'énergie et quand on est indépendant, j'imagine qu'il faut trouver le temps aussi de pouvoir le faire. C'est un peu la maladie des... Oui, c'est sûr. Le temps est après le temps, on le prend ou l'avoir, on l'a jamais. Donc c'est le prendre. Et on va dire qu'à l'époque, je l'ai pris et il y a une chouette énergie. On va en parler après. On va savoir un petit peu à quoi sert cette association, ce que vous en faites. Arnaud, vous faites quoi vous? Alors moi, comme j'avais discuté pour le quartier Flaget, j'ai... vous êtes déjà venu? C'est fou ça. Bizarre. En fait, avec mon associé Jim, on a ouvert un restaurant, notre deuxième restaurant, La Meute, donc situé sur la place Saint-Job, à la fin du deuxième confinement. Donc on a pu réouvrir les terrasses. On avait commencé les travaux pendant le confinement et on a réouvert avec les terrasses. C'était en mai, il y a 3 ans exactement. Ça va être notre 3e été sur la place et on est super contents de notre ouverture à Saint-Job et d'avoir lancé en fait le restaurant dans ce quartier-là, qui est un peu notre quartier d'enfance aussi. Donc, et vous faites partie également de l'association des commerçants? Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis le trésorier, apparemment. Bon, et alors Christophe, vous vous occupez de l'agence Fintro, mais vous êtes aussi, vous êtes dans un milieu qui me plaît bien. Vous avez un magasin de vin, non? Alors oui, j'ai un magasin de vin qui est ouvert avec mes 2 filles, même si c'est plutôt moi qui suis assez actif derrière pour leur moment. Je sais que c'est une façon de peut-être leur apprendre le dur mais néanmoins passionnant métier d'indépendant, quel que soit le secteur. Et ce magasin de vin c'est ouvert par un concours de circonstances. Le confinement est un élément clé, même si on aurait tous souhaité qu'il n'existe pas, mais soit il était là, on a dû faire avec, et je me retrouvais avec, depuis quelques mois avant le confinement, avec un ré-commercial dont j'avais pu faire l'acquisition d'un ancien commerçant d'ailleurs, l'opticien, qui prenait sa retraite, et j'avais quelques idées pour exploiter ce ré, mais le confinement étant arrivé, que faire? On ne pouvait plus ouvrir de bars, plus de restaurants. Par contre, un magasin de vin, ça allait. Exactement, c'est un des paradoxes de... Non, mais c'est bien, un des nombreux paradoxes. Et il se fait que j'ai passé un petit coup de fil. Je me souviens, j'étais occupé à marcher à Ostende. Par chance, un week-end, on pouvait se déplacer. Je savais que mon amoureuse, et j'ai appelé... un de mes clients qui aujourd'hui est devenu un excellent ami, on se sentait là très bien, qui était dans l'Oreca et qui est toujours dans l'Oreca, donc Goulven de Dunder pour ne pas le nommer, qui est actif au Murmure. Et alors quoi, donc vous avez ouvert un magasin, donc quoi, vous avez, comment ça fonctionne? Très vite, il y a une énergie qui était là parce que tout le monde s'embêtait, voire même avait des idées noires, et donc Goulven m'a dit très vite, quelques jours après, ok pour faire quelque chose, mais j'ai un ami que j'ai envie de mettre en aventure. Il faut s'y connaître quand même pour ouvrir un... Vous y connaissiez en vin?
Ben, je suis un amateur de vin, un très bon amateur. Donc vous y connaissez. Et donc ça vous permet, donc vous avez des contacts pour les achats. Comment ça fonctionne en fait? Ben, il faut pouvoir bien s'entourer. Donc mon métier principal reste l'agence bancaire et également l'assurance. Et donc très très vite, on a cherché et trouvé une employée pour gérer la cave à vin, caviste de profession, et qui était très orientée vin nature pendant le confinement. Et donc ça marche bien, parce que pendant le confinement, il fallait du courage quand même pour lancer ça à ce moment-là. Ça a directement bien démarré? Ça a bien démarré avec les contraintes qu'on essaye d'oublier, mais qui étaient néanmoins bien présentes. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens de l'Oreca qui sont venus dire bonjour. Donc il y avait une chouette dynamique qui était avant tout humaine plutôt qu'économique, parce que de toute façon, point de départ, c'est que j'étais avec un réseau commercial qui ne pouvait pas être exploité, et on avait décidé de faire ça en mode pop-up, et aujourd'hui on est 2 ans plus tard, c'est en mars 2021 que le magasin. Et donc c'est du succès, vous avez trouvé votre clientèle, vous avez vos habitués, vous pouvez les conseiller. Disons que les 3 ans qu'il faut à un commerce pour se faire connaître traditionnellement, ça va parfois plus vite, parfois plus lentement, ne sont pas encore là, il reste encore 1 an et ça marche de mieux en mieux. Donc les gens apprennent à connaître le lieu, on apprend à connaître. Et comment vous parvenez à trouver vos vins? Vous avez des contacts avec des producteurs en France, en Italie? Je sais, comment ça fonctionne? Le jour où j'arrêterai mon métier principal, c'est-à-dire pas avant une vingtaine d'années, du haut de mes 48 ans et voire plus, en tout cas tant que la passion sera encore là, peut-être que je pourrais me permettre ce genre de choses. Mais pour le moment, je fais confiance à mon caviste qui s'occupe de faire les achats. Bah, c'est comme ça que ça marche. Et de temps en temps, évidemment, il y a toujours un ami, une connaissance c'est un métier qui passionne tout le monde, donc c'est très agréable, parce que c'est plus agréable que de parler de ça que de banque ou d'assurance. Et voilà, de temps en temps, c'est déjà arrivé qu'on commande une palette à gauche, à droite, ou qu'il y a un vigneron qui vienne nous rendre visite. On goûte, on aime, on met à la vente. Bon, maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas bien le sud de Bruxelles, c'est situé où le quartier Saint-Job? Allez Arnaud, à ton tour. Le quartier Saint-Job est situé en fait, je vais essayer de dire au mieux, de l'autre côté en fait du bois de la Cambre, qui est quand même un point qui est quand même bien connu des Bruxellois, je pense. On n'est pas loin de la chaussée de Waterloo et du quartier du Vivier-d'Oie aussi, en dessous et près du Fort Jaco. Voilà, pour un peu situer le quartier Saint-Job, mais le centre du quartier, c'est vraiment la place Saint-Job. Oui, c'est la place Saint-Job qui, on va dire maintenant, sert plutôt de parking géant, mais qui a quand même chaque année 2 fois par an la foire, qui a l'été aussi. C'est sympa ce que la commune a entrepris, c'est que chaque année, à partir du mois d'avril, en fait, la commune enlève la moitié du parking situé sur la place et y installe 2 terrains de pétanque, y installe cool, du mobilier urbain, un truc beaucoup plus sympa, en bois. Et nous, en fait, on peut maintenant disposer notre terrasse aussi du restaurant sur 2 places de parking. Et on aménage avec ça, avec plein de fleurs, et on fait vraiment une super terrasse. On est sous les platanes avec des petites lumières, donc ça donne vraiment envie l'été, les petites soirées d'été, de venir manger. Là, c'est d'autant mieux pour vous aussi, puisque vous pouvez profiter de votre terrasse. Ah non, c'est sûr. Et puis ça amène vraiment en fait l'ambiance de place qu'on n'a pas au quotidien pendant le reste de l'année. En fait, on peut pas exploiter notre terrasse. Pour l'instant, on est encore un peu les seuls à exploiter cette terrasse sur la place, mais il y a d'autres restaurateurs dans le coin. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait encore 1 ou 2 qui viennent pour vraiment amener finalement une ambiance. Voilà, le monde amène le monde. Voilà, exactement. Mais donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est sympa l'été, ouais, effectivement. Et vous pouvez me parler d'un peu de l'histoire du quartier? Vous savez de quand il date? Vous savez un petit peu comment ça a évolué, tout ça? Oui. Ah bien, je suis curieux de vous entendre, mon cher Christophe. Par rapport au consigne de faire des réponses, non pas dichotomiques, oui ou non. Donc oui, le quartier Saint-Job. Donc déjà, je suis arrivé en 2011, mais j'ai mon amour de ce quartier remonte à bien plus loin. Parce que à 15 ans, je suis arrivé à Uccle. Je venais du nord de Bruxelles et je suis arrivé à Uccle 1 pour des circonstances familiales bien heureuses, parce que voilà, toujours aujourd'hui dans ce quartier que j'adore, et je l'ai vu grandir
du haut de mes 15 ans, 16 ans, on a commencé à fréquenter le Cabestan qui n'existe plus malheureusement, mais qui était un lieu extraordinaire de souvenirs, je pense, pour bon nombre de Bruxellois, qu'on soit de Uccle ou d'ailleurs, vu que c'était un des rares cafés dans Bruxelles qui était ouvert 24 heures sur 24. Et merci encore à Simone, sa patronne. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 Mais sinon, le quartier, jours je veux par dire, an. d'une façon historique, en dehors des bars où on peut se saouler toute la nuit. Le bar était un des éléments, mais donc historiquement le quartier alors je ne suis pas historien, mais de ce que j'en sais, est né un petit peu en rapport avec le palais de justice, avec la construction du palais de justice, parce qu'on était complètement à la campagne dans un quartier qui n'était absolument ni fréquenté ni souhaité d'habiter, enfin il n'était pas souhaité ou souhaitable d'y habiter pour les Bruxellois, et on était complètement à la campagne dans un quartier qui est ouvrier, qui s'est construit. Quel est le rapport avec le palais de justice? Eh bien, le rapport avec le palais de justice, c'est que les ouvriers, que la force de travail qui avait été nécessaire pour construire ce palais, et c'est une construction qui a duré plus de 15 ans de A à Z, je pense, ils devaient bien habiter quelque part. Et dans Bruxelles même, il n'y avait pas de place pour eux, ou ils n'étaient pas les bienvenus, je ne saurais dire. Et certains ouvriers ont commencé à pouvoir construire et acheter des petites maisons pas chères, et le quartier s'est développé comme ça. Donc c'est un quartier ouvrier à la base. C'est un quartier ouvrier à la base, et qui a évidemment évolué, qui a évolué. C'est un quartier. Mais c'est marrant, donc s'il fallait prisé placer ces ouvriers, s'il fallait créer ce quartier, finalement, c'est des ouvriers qui venaient d'autres pays, ils venaient d'Italie, ils venaient d'Espagne, ils venaient d'où? Parce que j'imagine que s'il a fallu créer un nouveau quartier, c'est qu'il fallait les installer là-bas. Ils étaient où avant? Oui, mais je n'ai pas la réponse à cette question, mais je peux faire travailler mon imagination à partir du moment où on sait qu'on est sur un chantier qui va durer plus de 10 ans, même si on est dans le sud ou le nord de la Belgique. Faut bien se dire qu'on est dans la fin du 19e. Les moyens de locomotion ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui. Donc on a fait venir des gens qui viennent de Flandre ou de Wallonie et qui devaient vivre sur place, faire l'aller-retour. Ont-ils été parqués? Ont-ils spontanément découvert ce magnifique endroit? Toujours est-il que le début du quartier, c'est la campagne, et c'est comme ça que Montagne Saint-Job, qui est aujourd'hui un des quartiers les plus prisés, dès qu'il y a une maison qui se met en vente, elle est immédiatement achetée. D'ailleurs, ce n'est même pas un marché officiel, je dirais. Et c'est une série de petites maisons ouvrières, dont beaucoup aujourd'hui ont été réaménagées et fusionnées parce qu'il y avait, ça ne correspond pas aux critères de vie d'aujourd'hui. Mais ça, c'est une partie de l'origine du quartier. Mon quartier sur BX1 en DAB+. BX1. Vous faites tous les deux partie de cette association. J'aimerais bien un petit peu savoir à quoi elle sert, l'association. Vous faites quoi et à quel moment dans l'année? J'y vais? Vas-y. Excellente question. Ben, évidemment, l'association a plusieurs buts. Je dirais l'un est de fédérer l'ensemble des commerçants, et dans notre monde aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est indispensable par rapport à certaines décisions, certains conflits d'intérêts qui pourrait y avoir, où l'ensemble des commerçants ont plus intérêt que la place se développe de telle manière que les riverains, où la commune ou la région pourrait vouloir prendre certaines décisions, où l'ensemble des commerçants pourrait penser que ces décisions seraient un petit peu creusées leur tombe dans le futur, donc pour amener à réduire l'attractivité de la place et son accessibilité, qui est un des éléments clés pour les commerces florissants. Donc ça, c'est un des actes, vraiment réglementaire, défendre, faire du lobbying entre guillemets, avec les maigres moyens à notre disposition et les énergies. Et l'autre, un des autres éléments, est celui de faire vivre le quartier par des événements. Et vous faites quoi alors? Vous organisez quoi? Mais jusqu'à avant Covid, nous faisions chaque année, depuis quelques années, donc ça a commencé en 2012-2013,
un événement aux alentours de Noël. Donc on a commencé par faire un marché de Noël pendant 2-3 ans, donc qui était où on a proposé en priorité aux commerçants de la place de venir s'installer. On avait d'abord loué des chalets puis on les a achetés. Donc ça a été très sympa, ça. de très bons souvenirs. À un moment donné, on a voulu aller un peu plus loin et on a fait venir une patinoire. Donc ça pendant 2 ans, on a eu cet événement. Mais ça coûte cher, tout ça. C'est la commune qui vous aidait pour... Alors, il y avait les cotisations des membres, bien entendu, des événements qui ont pour but de faire aussi rentrer, enfin, d'être conviviaux, des mais de faire sponsors rentrer aussi un peu d'argent. Non, pas spécialement, mais je pense principalement à la brocante, qui est un des éléments assez rentables pour une association et qui permet justement de financer ce genre d'activité. Donc c'était pratiquement devenu un événement récurrent, et puis est arrivé non pas le confinement, mais les fameux attentats qui ont généré un stress bien compréhensible de la part de la population et des autorités. Et donc on s'est vu, on avait pensé faire un parcours comment ça s'appelle, c'est un parcours avec les petits gamins qui montent des échelles et autres installés sur la moitié de la place. On était occupé à préparer ça, et puis est arrivé les notions de sécurité où l'événement nous a coûté 20 000 €, je pense, rien que parce qu'il fallait payer de gardes de sécurité en permanence. Il fallait cloisonner complètement la place, donc on a dû arrêter, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui il n'y a plus mais il y a d'autres trucs. Vous me parlez de la brocante. La brocante, une fois par an, on l'a fait en collaboration avec l'association Village Viviédois, qui est le petit village à côté du village Saint-Job, dans Uccle, toutes les associations et les quartiers se prénomment village. Et c'est d'ailleurs un peu une vie de village, clairement, entre les commerçants et les riverains. Et donc elle a lieu le dimanche 23 avril de cette année. Donc c'est un moment extrêmement convivial, toujours assez à succès. Et il y a d'autres trucs, sinon vous organisez d'autres choses pendant le restant de l'année L'association en tant que telle n'organise pas d'autres événements activement, mais participe à un autre événement qui lui est animé par la commune et qui existe depuis plus de 100 ans, qui est le marché annuel. Où notamment des bestiaux. Il faut se rappeler encore une fois que cette partie de Uccle était très campagnarde il y a plus de 100 ans, et donc on avait une exposition de vaches, de poules. C'est marrant, c'est sympa de garder des gens de ce truc. Avec moi, de mes souvenirs de 15 ans, on allait encore, malgré les jeunes ados qu'on était, c'est cool, ça n'avait rien à faire, on allait encore. Mais actuellement, le marché de Noël, tout ça, ça existe de nouveau, ça s'est perpétué, non. Donc pour le moment, il n'y a plus grand chose qui se fait. Non, il n'y a plus grand chose qui se fait en activité de ce type-là, en grosse activité, mais il y a aussi un élément qui explique cela, c'est que la place, ça passait beaucoup de moments difficiles, notamment en 2012 avec la construction d'un bassin d'orage, qui était une construction nécessaire parce que les années précédentes, il y avait d'énormes inondations, au point qu'à un moment donné, une vitrine a explosé, c'était un torrent, et il y a des gens qui passaient en barque devant les commerces. C'était pendant de nombreuses années, jusqu'à la construction du bassin. Il y a combien de temps ? C'est en 2012 que le bassin a été construit. La décision a été prise en 2011, et le temps qu'elle se mette en place, le temps que la construction a duré 1 an et demi, ça a été un gros traumatisme parce que la place n'était plus accessible. Donc derrière ce traumatisme, les événements que j'ai évoqués tout à l'heure, et à côté de ça, la place qui est redevenue attractive. Aujourd'hui, c'est un élément important à souligner, et l'arrivée d'Arnaud avec la meute l'illustre bien. L'attractivité, il n'y a pas un seul vide locatif. Je pense, et je souhaite ça à tous mes confrères, consoeurs, commerçants à travers Bruxelles, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de quartiers, si pas un seul quartier qui peut aujourd'hui mettre cela en avant. Et dès qu'il y a quelqu'un qui quitte, il y a quelqu'un qui revient immédiatement.
Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Eh bien, on parlait justement avec Arnaud et avec Christophe, on parlait de cette que tous les commerces étaient pris. C'est vrai que c'est assez rare, il y a pas beaucoup de quartiers où il y a plus de place. Donc dès qu'il y a un commerce qui s'en va, il y en a un autre qui s'installe. Pourquoi? Et pourquoi vous avez eu envie de venir, Arnaud, dans ce quartier? On avait envie de s'installer en fait dans le quartier Saint-Job aussi avec Jim, parce que c'était c'était notre quartier d'enfance. Et après l'arrivée de la boulangerie aussi Barat, on a vu aussi que il y avait un engouement pour ce quartier en fait qui était qui est un peu plus populaire tout simplement que son quartier voisin qui est le Four-Jacot. Et on voyait que le commerce se développait bien dans ce quartier plutôt que dans le quartier du Four-Jacot, où on voyait que tous les commerces sont devenus très fort similaires. Donc c'était fort des coiffeurs, des banques et les commerçants. Des magasins de fringues aussi du côté de Four-Jacot. Et puis le quartier a complètement perdu son âme. Ah oui? Oui, complètement. C'est une nouvelle clientèle. C'était vraiment totalement différent. Et nous, pendant notre enfance, il y avait par exemple 2 boucheries, des boulangers. Et tout se fermait au fur et à mesure. On a vu un peu en fait avec cet effet des prix des loyers qui explosaient au Four-Jacot, qui restait finalement correct à Saint-Job. Il y a des immeubles incroyables de hyper luxe qui ont été construits de ce côté-là. Et donc le seul resto qui est là-bas, c'est le Colonel, quoi. Voilà. Et qui est toujours plein d'ailleurs, non? Oui, qui marche très bien, un confrère, qui travaille très bien aussi, je pense. Mais donc voilà, nous on voulait ce côté finalement un peu plus populaire, en fait, un peu plus local. On aimait bien cette proximité, même intra-commerçante, parce que c'est tous des indépendants, tandis qu'au Four-Jacot, c'était aussi beaucoup, par exemple, pour prendre l'exemple du Four-Jacot, c'était beaucoup des chaînes en fait, qui se sont installées. Et on avait on sentait plus vraiment la vie de ce quartier. On aime bien ce côté à Saint-Job très convivial. Et on le ressent dans le restaurant quand on passe à la Meute. C'est ça, quand vous poussez la porte, vous avez l'impression d'arriver dans un restaurant un peu. Vous avez une ambiance un peu de village, vous vous sentez bien tout de suite. On entre potes. Ouais. Voilà, exactement. C'est un resto où on sent une super ambiance et qui se reflète aussi par le quartier, je pense. Donc il y a quelques différents restaurants dans le coin. C'est un petit pôle d'attractivité. C'est pas non plus la place Flagère, hein, on va pas se voiler la face. Mais voilà, on aime vraiment bien ce coin parce qu'on y a grandi aussi. J'ai eu l'occasion de le essayer. C'est un resto, c'est très jeune aussi, hein, la clientèle qui vient là. Oui, on a de tout. C'est jeune, c'est quand même assez branché. C'est un resto dans l'air du temps, quoi. Oui, puis après, ce qui est gai, c'est qu'on a eu un super contact avec la commune qui nous a aussi autorisé à pouvoir exploiter 2 places de parking sur cette terrasse. Et donc, c'est vrai que l'été, voilà, la terrasse est géniale. Après, ce que nous, on trouve... La terrasse en été, vous pouvez la mettre sur la place? Ouais. Ah oui, vous pouvez vous étendre jusque sur la place. Tout à fait. Donc, c'est vraiment sympa. Après, ce que nous, on va dire, on aimerait, pour parler des travaux, c'est que le commerce est tellement développé avec des enseignes qui fonctionnent très fort. Parce que nous, finalement, on ouvre le soir, donc on est un peu en décalé par rapport aux autres commerçants. Mais on voit comme un Barat ou le Point Poste juste à côté, le Press Shop, qui ramène beaucoup de clientèle. On voit que le trottoir, tout simplement, n'est plus adapté au volume de commerce que la place absorbe. Donc, d'un côté, nous, on se dit aussi, mais c'est vrai que la commune parle souvent de travaux, la région, plus la STIB, plus les commerçants. C'est pour ça que l'association des commerçants avait un peu repris de vigueur, on va dire... il y a 2-3 ans. Et donc vous voudriez quoi? Que les trottoirs soient plus larges alors? Oui, soit que le trottoir soit plus large ou déplacer un peu le trafic de la place pour pouvoir en fait profiter de cette place qui finalement se trouve à 5 mètres de nos commerces et dont aucun commerce ne profite vraiment, si ce n'est par les places de parking. Et mais finalement, Christophe me disait qu'il y avait une ambiguïté par rapport à ça, avec justement ces places de parking. Expliquez-nous un petit peu ce dont vous m'avez parlé. Oui. C'est chez moi? Ouais, c'est chez toi. Oui, donc moi j'ai plusieurs casquettes sur la tête, hein, donc celle de commerçant, celle de président de l'association des commerçants et également de riverain. J'habite dans le quartier, donc tout comme ici vient de le dire Arnaud, une partie de moi, si je prends ma casquette de riverain, serait ravi qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait un grand parc devant et que l'ensemble des commerces puissent se communiquer avec la place. Parce qu'aujourd'hui, la place a cette spécificité d'être une île, en fait, avec quatre axes routiers à double sens autour. On ne sait pas faire du 150, mais bon, néanmoins, il faut à chaque fois traverser
et faire attention aux voitures, quel que soit le côté de la place où on est, quoi. Donc, à côté de ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles elle est attractive aujourd'hui, c'est parce que c'est rentable pour les commerces, c'est certainement plus rentable parce qu'une partie des clients se déplacent en voiture pour les achats minutes, que ce soit la boulangerie, que ce soit la librairie ou d'autres commerces, la pharmacie, enfin que sais-je, je ne vais pas faire toute la liste. Et pour les personnes qui habitent dans le quartier, une des raisons pour lesquelles ce quartier est attractif, c'est parce qu'à pied, ils peuvent tout faire. Ils peuvent obtenir tous les besoins que l'on peut avoir au quotidien sans devoir prendre la voiture. Donc, il faut être très attentif, et là je reprends ma casquette de président de l'association des commerçants, il faut être très attentif au fait que si on fait évoluer, et il faut savoir que c'est une volonté de la région bruxelloise de faire évoluer la place vers moins ou plus du tout de parking, et à terme, même le riverain, qui était super heureux à cette idée et qui s'en réjouit pendant 1 an ou 2, il va devoir à un moment donné reprendre une voiture ou trouver un moyen de locomotion pour aller faire ses courses parce que les commerces de proximité ne seront plus là. Donc il faut trouver le juste équilibre, et je rejoins Arnaud sur son constat par rapport au trottoir, et que certainement coller la place à une des rues serait peut-être un juste équilibre. Bon, il y a des discussions qui sont en place. La région a une vision que je qualifie d'assez extrême et contre laquelle on s'est défendu pour le moment. Il y a un bureau d'études qui a été nommé, qui s'appelle Arter, et qui, il y a 1 an, a fait pas mal de consultations, d'études, et puis a rendu un premier avis qui m'a paru très orienté. Il y a la commune aussi qui a son mot à dire et qui est consciente de l'attractivité de la place tant pour ses commerçants que ses riverains, et donc il faut être vigilant. Et donc ça rejoint un peu aussi une des questions, à quoi sert une association? C'est pas uniquement quand tout va mal qu'il faut être réunis pour ensemble combattre quelque chose. Pour le moment tout va bien, mais il faut les faire dangers évoluer sont les là. choses, et c'est vrai, je comprends, c'est une belle place, et c'est vrai qu'il y a des voitures qui tournent tout le temps autour, et que parfois ça peut être quelque chose de négatif également. Mon quartier sur BX1. On a pas mal parlé justement des places de parking, des problèmes qu'il pouvait y avoir, de cette dualité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien finalement de garder la place pour en faire un grand parking le soir? Bon, vous aviez quand même l'air de me dire que c'était quand même assez pratique, dans la mesure où quand on a un restaurant, c'est bien pour les clients de pouvoir trouver des places devant. En même temps, il y a le problème. Et vous me disiez qu'il y avait un marché le lundi, et que là, il n'y avait aucun problème. Finalement, ça prenait toute la place sur la place. Et que les gens s'en accommodaient très bien. Oui, même finalement, ce marché qui est tous les lundis, après, il a peut-être pris un tout petit coup de vieux, comme la clientèle. Mais non, c'est qu'on voit, c'est que même quand ils font une installation pendant l'été sur la moitié de la place, ils déplacent un tout petit peu le marché dans la chaussée de Saint-Job, si je dis pas de bêtises, ou non, autour de l'église, autour de l'église, et finalement, ça amène, ça fonctionne bien. Et le soir, il y a les places de parking, et nous, on fait des très beaux étés aussi avec nos terrasses. Donc, je pense que effectivement, il faut trouver un juste milieu, et c'est pour ça que l'association, on va dire, des commerçants reste importante, parce qu'il faut montrer qu'on est là et qu'on veut garder une qualité, parce qu'une belle clientèle aussi, comme on a à Uccle, c'est important, et on ne veut pas que nos clients aillent spécialement ailleurs. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect pratique, parce qu'on a parlé de la partie parking, ok. Mais il y a quand même, je suppose, c'est bien desservi au niveau des transports en commun, non? Oui. Il y a le 60, il y a le 92, le tram, il y a le train, il y a aussi, on est entre la gare de Saint-Job et il y a la gare de Saint-Job et du Vivier-Édouard. Vous avez la chance d'avoir vraiment une gare, mais juste à côté. Ouais, tout à fait. C'est quand même super pratique, non? Ah oui, c'est sûr. Oui, mais c'est la ligne 26. En fait, Uccle a la réputation d'être une commune très mal desservie en transport en commun, parce qu'il n'y a pas le métro. Donc c'est le débat de tarte à la crème. Uccle a refusé le métro, patati patata. Rangeons ça au placard. Factuellement, Uccle est relativement bien desservi en transport en commun. Alors, évidemment, il y a toujours l'un ou l'autre quartier qui est... Oui, toutes les parties d'Uccle ne sont pas desservies de la même façon. Et en tout cas, en particulier du côté de la place Saint-Job, où on a, en plus des trams et des bus, la ligne 26 qui permet en 10 minutes de se retrouver à Schumann, à Mérode ou à Delta.
et rejoindre la ville ou n'importe quel endroit de la ville au sens large, Bruxelles ou Bruxelles-Ville. Et n'oublions pas également qu'en faisant quelques centaines de mètres, on se retrouve avec Wiedois, où la chaussée de Waterloo est desservie également en transport vicinaux que ce soit les Tech ou de Lane, et qui permettent également de rejoindre la région wallonne et la petite région flamande. Ouais, donc on est encerclé. Pas de problème. Comme une Bon, maintenant, vous me disiez que c'était un quartier où il y avait énormément d'écoles également. Qu'est-ce qu'il y a comme école? Ah oui, il y a la crèche Saint-Job et l'école Saint-Job, il y a Saint-Joseph et Saint-Joseph aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre école? Et également du côté du Racing, là, je sais pas comment ça s'appelle. L'école, là, moi, mes enfants sont grands, hein, donc là, c'est plutôt la réponse d'Arnaud. Mais c'est Saint-Joseph aussi, non? Parce que il y a des écoles secondaires, des écoles supérieures. Un peu plus loin, je pense. Oui, alors c'est un peu plus. Il y a Hugues le 1, il y a. Mais c'est un autre quartier. Ouais, c'est plus des écoles primaires, des crèches et ainsi de suite, mais qui amènent son lot de trafic, en tout cas, dans le quartier. Et avec justement aussi son lot de clientèle qui passe le matin et l'après-midi. Donc c'est ça aussi qui fait que le quartier est très sympa, parce que c'est un quartier familial où on voit maintenant il y a des enseignes qui sont arrivées et on voit les parents qui font les courses avec les enfants. Il est possible d'aller. Il y a Chouconot qui est ouvert récemment, qui est à Saint-Gilles aussi, mais avec un salon de thé. Il y a le Refuge qui est un chouette, on va dire, bar familial. Donc c'est ça qu'on retrouve aussi. Cacaoterie aussi qui vient de vous dire. Ouais, le Cacaoterie aussi qui fait crêperie. Vous pouvez prendre aussi un petit salon de thé. Et c'est ça qui amène un côté vraiment convivial et familial, c'est que avec toutes ces écoles, on voit les parents qui passent dans le coin, qui font leurs petites courses et qui font vivre tout ce quartier, quoi. C'est vraiment chouette. C'est un quartier. Bon, vous me disiez que c'était super compliqué maintenant d'avoir l'occasion d'ouvrir un nouveau commerce, parce que finalement les espaces commerciaux sont limités. Dès qu'il y en a un qui se libère, il est pris. Mais ça doit bien faire monter les loyers, ça. Le fait qu'il n'y en ait pas tant que ça doit pas être évident de s'installer dans le quartier. Ça fait pas monter autant les loyers que l'indexation cette année, mais ça les fait monter quand même. Ça les fait, oui, tout à fait. Et oui, comme vous dites, ça nous a pris du temps aussi de finalement trouver un commerce à remettre, de faire un changement d'affectation. Oui, parce que c'est un quartier familial, mais c'est un quartier familial qui devient, qui est quand même branché aussi. Est-ce qu'il y a moyen encore de se loger facilement? Est-ce qu'il y a moyen d'habiter avec une famille? Est-ce que les loyers sont encore raisonnables ou bien ça a explosé? Enfin, ça, c'était une de mes casquettes professionnelles, là, donc, en tant qu'agent bancaire et pratiquant le crédit au quotidien. Dites-moi alors, ça m'intéresse. C'est sûr que aujourd'hui, quand il y a une transaction qui se fait, quelqu'un qui cède son bien, évidemment, le prix d'achat va être impayable ou difficilement payable pour des personnes qui auraient pu acheter le même bien avec le même pouvoir d'achat, toutes choses restant égales par ailleurs il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est sûr, et c'est le propre d'un quartier dans lequel beaucoup de gens ont envie de venir habiter parce qu'il fait bon vivre, parce qu'il y a la disponibilité des commerces, l'accessibilité, toutes les thématiques qu'on a évoquées. Et je pense qu'il n'y a pas de solution à ça. C'est des quartiers prospères, d'autres dépérissent, et après, il y a toujours... Est-ce que vous voyez une différence importante? Est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, le prix des loyers ou simplement le prix des maisons, pour quelqu'un qui voudrait en acheter une, a fort augmenté? Oui, le prix des maisons a fort augmenté, mais c'est propre à Bruxelles. Et il y a une augmentation plus élevée dans certains quartiers. Il y a aussi des éléments, on a parlé des écoles. Si je fais un raccord avec les écoles et le fameux plan... Good Move. Non, pas Good Move, non, le plan pour permettre aux élèves, c'est Marie-Arena qui a fait ça. Ah oui, le certificat d'excellence, là. Le pack d'excellence. Donc, où il faut aujourd'hui avoir accès dans n'importe quelle école selon des critères. Et en fait, le critère d'habiter proche de l'école est un critère essentiel, qui fait que dans des écoles où les parents ont plus envie de mettre leurs enfants que dans notre école, ceux qui ont un pouvoir d'achat élevé se sont mis à acheter proche des écoles. Donc ça fait également... Est-ce que du coup vous pensez que ça a changé un petit peu, ça fait changer un peu
j'allais dire le public, les habitants du quartier? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Il y a une évolution, bien sûr qu'il y a une évolution. On est passé d'un quartier historiquement populaire et ouvrier fin 19e. Il y a le moment où entre mes 15 et 25-30 ans, j'ai beaucoup fréquenté le quartier pour son côté festif. On a évoqué le cabestan tout à l'heure. Et bien entendu, il y a des personnes qui habitaient dans une maison parce que éventuellement héritaient des parents dans les années 70, 60, 70 et qui à un moment donné n'avaient pas de moyens financiers pour raison X ou Y ou peu. Ben, évidemment, à un moment donné, ces personnes-là partent en revendant. Ceux qui arrivent ont mis 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois même le prix. Et donc, bien sûr, il n'y a plus la place pour quelqu'un qui n'a pas des moyens financiers suffisants. Puis des promotions immobilières dans le quartier aussi. Il y a des promotions immobilières, clairement, qui ont changé. Mais le quartier reste, cependant, il reste populaire. Il reste populaire. Pour combien de temps va-t-il rester populaire? C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Mais il reste populaire. Il y a un mix. On va parler un peu plus. Il y a une ambiance parce que ce quartier, finalement, c'est petit, finalement, Saint-Job. Hein. Je veux dire, c'est petit, mais enfin, il y a la place, il y a les perpendiculaires, il y a les rues, il y a toutes mais les ça rues qui reste que amènent vers ça. le centre névralgique, enfin, c'est le long de la place, on va dire, avec la chaussée. Et tous les commerçants, là, je trouve que c'est quelque chose de très vivant et très agréable. C'est vrai. Ce côté village, il est clairement là, du côté de la place Saint-Job. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bon, on parlait un petit peu de l'évolution de la population, le fait que malgré tout, vu la hausse des loyers, vu la hausse du prix des maisons, c'était ce quartier qui tout à fait au départ était un quartier ouvrier, on en parlait au moment de la construction du palais de justice. Il a gardé cette âme, mais malgré tout, il y a quand même une évolution. Et vous me disiez aussi, je crois tout à l'heure Arnaud, que même le resto que vous avez ouvert, il était à la place d'un... C'était quoi qu'il y avait avant? Une institution, en fait. C'était le bistroquet. Et même nous, on avait passé des super soirées dans cet endroit. Mais il n'y a rien à faire. C'est en fait, le bistroquet qu'on a repris, la dame qui en a repris cet endroit était aussi un peu... avait fait sa carrière, était fatiguée. Et le métier de barman, en fait... et de tenancier n'est plus du tout le même et n'est plus... c'est vraiment devenu compliqué, en fait, de pouvoir vivre de ce métier-là. Et donc, en fait, on a repris, elle est partie à la retraite, et on a fait des grands travaux, et on a modifié ça, donc c'est devenu le restaurant La Meute. Maintenant, c'est vrai qu'on voit sur la place, ça manque encore, ça manque d'une adresse, d'un chouette bistrot, d'un chouette bar. Où les gens pourraient se retrouver un peu comme avant. Tout à fait. Tout à fait. Il y a le refuge, mais... c'est le seul. C'est le seul, voilà. Et il n'y a plus qu'un endroit, mais c'est sympa d'avoir un quartier... Enfin, avoir un bar vivant aussi, un peu plus tard le soir. Je comprends. Dans le quartier. Apparemment, c'est peut-être un projet. Oui, il paraît. Il paraît qu'il y a des gens qui s'en occupent. Ouais, il se dit que. Affaire à suivre. Bon, je rajouterais un petit truc quand même. C'est quand même important à souligner. Je pense que, en fait, ce n'est pas Arnaud et La Meute qui est venu en chassant le bistroquet. Moi, j'ai assisté de près. Donc, Pascal, la tenancière, qui a créé ça il y a c'était plus d'une histoire de 37 ans. Oui. Elle a pendant 2 ans essayé de remettre. Donc, il n'y a personne qui a voulu reprendre le fonds de commerce bistroquet. Et donc, c'est malheureux. Et à la fois, je n'aurais pas le plaisir de connaître, en tout cas aussi bien que je connais aujourd'hui Arnaud. Donc, mais c'est important. C'est important, je pense, que tout le monde entende bien que c'était pas une volonté de tiers de mettre dehors et de couper cela. C'est naturellement que personne n'a eu l'énergie pour reprendre. Et ça traduit d'ailleurs aussi, on voit ça avec les bouchers également, on voit ça avec beaucoup de métiers, poissonniers, boulangers. Tout ça, c'est qu'il faut se retrousser les manches au quotidien. C'est un boulot de 6 heures du matin. C'est des choses qui étaient présentes avant et qui ont disparu dans ce quartier. Ah oui, des commerces. De ce genre de commerce, oui. Mais le bistroquet, le cabestan, même si l'histoire du cabestan est autre, c'est que le propriétaire des murs en a fait une promotion immobilière et je pense que il ne pouvait pas valoriser ces étages locatifs tout en maintenant un café ouvert à H24. Mais bon. Mais je parle de boucher. Oui, bien sûr. Ces métiers sont en disparition. C'était présent dans le quartier avant. Il y avait une poissonnerie
boulangerie jusqu'en 2014-2015. Et elle n'a pas tenu le coup. Remplacé par un traiteur, mais à nouveau, le remplacement, c'est la même histoire, c'est qu'il n'y a personne qui voulait reprendre le métier. Et je pense que ces métiers sont certainement de plus en plus difficiles par rapport aux contraintes législatives. Parce qu'en même temps, avec une clientèle qui est un peu plus aisée, vous me disiez tout à l'heure, on voit quand même passer de plus en plus de Porsche Cayenne dans le quartier aussi. Ça amène peut-être une clientèle qui a les moyens d'aller chez le poissonnier et qui a peut-être plus envie de trouver ses... On voit que la boucherie fonctionne du tonnerre. C'est pas du tout une question de pérennité du commerce, c'est dans l'autre sens qu'il faut voir les choses. Et je souligne que les Porsche Cayenne sont électriques, hein, évidemment. Et, non, c'est une question de trouver des personnes qui ont encore l'énergie de faire ces métiers qui sont visiblement jugés trop difficiles. Plus loin, sur la chaussée de Saint-Job, il y a une boulangerie Ackermans qui fait un magnifique pain et ils arrêtent en 2024, ils ne trouvent pas de repreneur. Et c'est la maladie à Uccle aussi, un épicier chaussée Alsenberg un peu plus loin, ils ne trouvent pas de repreneur. C'est des métiers compliqués où ils travaillaient, un peu comme le métier de la terre, on va dire, hein, les fermiers, ils sont en 7 sur 7, 365 jours par an. J'avais entendu dans une de tes émissions, Xavier, sur le quartier de la Chasse, une des personnes qui expliquait qu'elle occupait un commerce qui était une fleuriste et qu'il n'y avait plus de fleuriste dans un quartier aussi grand que la Chasse. La Chasse, c'est certainement 2-3 fois plus grand, si pas plus que Saint-Job. Et je me fais la réflexion en parallèle avec la discussion qu'on a maintenant, au fait que sur la place Saint-Job, il y a encore 2 fleuristes aujourd'hui. Ces 2 fleuristes complètement historique, c'est Christiane, je pense qu'il a fêté ses 80 ans, voire plus, et sa fille, qui sont là, mais qui tous les matins, je vais juste à côté, je vois la lumière à 5 ou 6 heures du mat, et elle finit, c'est presque une profession de foi, et c'est la même chose au niveau de l'énergie à mettre pour l'autre fleuriste, et je ne suis pas sûr que le jour où ils arrêteront, qu'il y aura une reprise du métier, quoi. Et j'espère que ça va changer, parce que ça traduit aussi un problème. C'est motivation, mais je ne pense pas que ce soit exclusivement ça, mais difficulté de faire un métier aujourd'hui, parce qu'il ne suffit plus de vendre son produit. Quand on a vendu son produit, on passe encore des heures je ne vais pas faire de message politique, hein, mais quand même, des heures à gérer son administratif, à ne pas devoir rater la virgule sans quoi les amendes pleuvent. Et donc, je pense que ces choses-là sont... Oui, après, je pense qu'il y a aussi une génération, parce que moi, je le vois, et peut-être, je pense qu'on en fait partie avec mon associé, où les gens cherchent aussi des métiers qui ont du sens. Et les gens ont peut-être un peu plus marre on va dire, de faire leur boulot classique, et où commencent par des boulots, on va dire, plus classiques dans des institutions, des Big Four ou autres, et finalement veulent revenir et travailler avec leurs mains. Et on voit quand même que c'est pour ça que, je prends l'exemple du Diweck, le garçon boucher qui a ouvert, ben, ça cartonne, parce que il fait quelque chose de qualitatif. Et il le fait avec passion. Il le fait avec passion, et je pense que, effectivement, ça court pas les rues, mais... ça existe encore, je pense. Ça existe encore, mais moins qu'avant. Il y a moins de gens qui ont envie de se lancer dans le commerce de proximité. Parce que c'est vrai que c'est vraiment des métiers où on se sacrifie finalement et on passe tellement d'heures à bosser. Et au-delà de ça, moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai vécu plus de crises en 8 ans que mes parents dans toute leur carrière professionnelle. J'imagine. Et donc c'est vrai que nous, on doit se réinventer tout le temps. C'est beaucoup de stress. C'est plus compliqué, tout est devenu, comme dit Christophe, de la paperasse, ça prend tellement de temps, et on n'a plus le temps de se concentrer autant qu'avant sur nos commerces. Je comprends, mais c'est un bon point, c'est bien de le souligner. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. On a encore pas mal de choses dont j'aimerais qu'on parle, notamment la proximité de la nature, et ça je pense que c'est vraiment un des aspects super dans ce quartier. Vous êtes vraiment proche de tout ce que vous allez me dire maintenant, je vous écoute. Oui, c'est vrai que d'un côté, si on va au bout de la chaussée de Saint-Job, on se trouve dans la forêt de Soignes, finalement, donc à 15 minutes à pied, un bon 15 minutes. Ouais. Et il y a aussi le plateau à Veille qui est situé en haut de la montagne Saint-Job. Et c'est quoi ça, ce plateau à Veille ? Alors c'est un quartier qui est placé c'était un plateau naturel placé en zone Natura 2000, je pense. Hein. Oui, je ne jurerais pas que ça ne m'étonnerait pas, il a été classé en tout cas. Ouais. C'est un plateau de
plusieurs hectares. Donc, c'est essentiellement aujourd'hui, l'usage, ce sont des potagers. Donc, tout Uclois peut s'inscrire sur une liste d'attente. Il y a une liste d'attente pour avoir son petit potager. De 8 ans minimum, pour que, à un moment donné, le détenteur d'un droit de jardiner, donc il y a certainement plusieurs centaines de parcelles là, et il y a une communauté qui s'est créée là, c'est extrêmement vivant, il faut aller se promener, c'est juste magnifique. Et on peut aller se promener, ça doit être des potagers, ça doit être clôturé, tout ça, non? Oui, mais c'est très harmonieux en fait. Il y a des chemins autour des potagers, il y a des règles extrêmement strictes. Vous n'allez pas voir des poubelles en plastique, le moindre déchet. Il y a une faune, une flore qui est là. C'est une réserve. C'est juste à côté c'est du côté de la place. C'est quoi par rapport à la place? C'est 200 mètres monter. Il faut monter la montagne, la montagne Saint-Job. Allez, peut-être 300 ou 350 mètres. Mais déjà, Uccle en tant que telle est très verte. Et les abords de la place Saint-Job le sont également, vu que là on est à pied. Si on est un peu paresseux et qu'on veut quand même aller en verdure, on prend 2 arrêts de tram et 3 ou 4 le 92 et on arrive au parc Wolvendal, qui est un magnifique parc également. Donc on a une commune très verte. C'est d'ailleurs aussi, si je fais un raccord avec la discussion tantôt au parking, quand je discute avec des riverains pour leur dire attention, c'est bien beau d'avoir un parc et plus de parking, je dis mais et surtout il faut aussi se bouger un petit peu, faire un peu entretenir son corps. Donc faisons 200-300 mètres pour aller nous rendre au plateau à Veil, au bois de la Cambre, au Parc Wolvendal. Et n'oublions pas est-ce que vous le faites parfois, vous perso? Est-ce que vous allez parfois vous balader dans la nature? C'est ce que je disais à Christophe, c'est que moi, mes filles sont à la crèche Saint-Job et du coup je me garde de l'autre côté du plateau à Veil pour éviter en fait le trafic de la place Saint-Job le matin, et je le traverse à pied. Et donc c'est vraiment sympa parce qu'il y a les animaux, il y a des moutons, des chevaux et ainsi de suite. Sympa. Et donc c'est en fait cette petite parenthèse dans le début de la journée qui donne plein d'énergie pour le reste, et c'est vraiment hyper agréable de passer par là et de voir ces gens en fait qui jardinent. Et il y a même une petite association du plateau, il y a un terrain de pétanque, il y a un club de pétanque qui est jouxté au plateau, et où il y a une super ambiance qui est un peu plus populaire. Il y a la maison des jeunes là aussi en haut. L'Antiride, qui est d'ailleurs une institution qui est déjà présente. Le terrain de basket, on a passé pas mal de temps. Et donc non, c'est ça qui est vraiment super sympa sur ce plateau. C'est magnifique. Au printemps, il y a tellement d'essence, de fleurs, d'arbres. C'est vraiment à voir, quoi. Et puis c'est juste à côté de la ferme Rose aussi, dans la continuité. Il faut juste traverser la rue, et c'est aussi super vert avec un. C'est quoi la ferme Rose? La ferme Rose, c'est à côté de l'hôpital de Fonroy, c'est ça, hein. Et là, il y a un grand verger avec plein de pommiers. Il y a aussi des animaux. Il y a aussi toute une zone marécageuse qui est aménagée. Et avec les enfants, c'est ça qui fait aussi le succès de ce quartier, c'est que pas loin, vous pouvez vous promener pendant finalement très longtemps, parce que vous rejoignez après le parc du Coberg, ou la zone du Coberg, qui est aussi une zone qui est maintenant gérée par la région bruxelloise. Et vous avez une vue sur le clocher et l'église de Saint-Job qui est très belle. Et tout en fait se suit l'un à la suite de l'autre, et vous passez en fait dans des zones vertes assez différentes, mais très proches les unes de l'autre. Donc c'est ça qui fait aussi le succès de ce quartier de la commune. C'est très peu connu par le Bruxellois, d'ailleurs. C'était une invitation à venir découvrir d'en parler. La commune. Mais Arnaud, vous avec vos 3 restaurants, vous avez encore le temps de faire ce genre de choses? Parce que j'ai l'impression que vous avez des journées qui n'en finissent pas. C'est un peu pareil d'ailleurs pour Christophe. Vous avez l'air d'être tous les deux tellement occupés par vos vies professionnelles, et vous le dites vous-même, il y a tellement plus de paperasse maintenant, tout a l'air plus compliqué. Vous nous disiez que vous aviez eu beaucoup plus de problèmes en 8 ans que vos parents dans toute leur vie professionnelle. Est-ce que vous arrivez encore à trouver le temps de faire ce genre de choses? Oui, parce que je pense que de toute façon, pour le bien-être, on va dire même mental, c'est important de se libérer du temps. C'est une question aussi d'organisation. Donc entre la première année où j'ai commencé à travailler et maintenant, je m'organise différemment au jour le jour. Je fais beaucoup plus confiance aussi à mes collaborateurs avec qui je travaille. Je leur laisse libérer leur intelligence et on les laisse travailler et prendre des prises d'initiative et des décisions qui permettent de me libérer du temps pour ma famille et aussi à mon associé. C'est un confort de vie qu'il faut aussi rechercher. C'est pas parce qu'on est entrepreneur. Quelque chose qui est ouvert que le soir. On est ouvert que le soir, mais on a la journée de bureau. Mais c'est pas parce que je pense que
les gens aussi voyaient le métier de Christophe, enfin comme Christophe disait, c'est-à-dire que les commerçants d'avant, ils faisaient tout eux-mêmes. Maintenant, nous, dans le restaurant, on a laissé beaucoup de place à la digitalisation. Donc, c'est-à-dire que on se professionnalise au niveau du système de caisse, beaucoup plus digital, que ce soit aussi dans la comptabilité, que ce soit dans pour les ressources humaines. Vous avez un comptable qui s'occupe de ça, vous avez des gens qui s'occupent de chaque... Par rapport au comptable, on a mis en place des programmes qui nous permettent de gagner du temps, parce que sinon, effectivement, on s'en sort pas. Et donc, c'est une question vraiment d'organisation, je pense. Voilà. Et au niveau de, vous parliez justement de clinique ou d'hôpital, il y a ce qu'il faut de ce côté-là. Et on peut trouver, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques, il y a tout ce qu'il faut à proximité. Il y a déjà sur la place même un petit centre médical qui est tout petit, mais qui permet d'aller faire des prises de sang 2 fois par semaine et d'avoir 2-3 petits services de base. Il y a bien évidemment l'hôpital Sainte-Élisabeth qui est pas loin, à Vue-de-Fray, qui est juste à côté. Il y avait la clinique Edith Cavell, le Chirec, le Chirec, mais là qui a évolué. Mais il y a encore quelques soins. Il y a le centre aussi d'accueil des enfants réfugiés de la Croix-Rouge aussi qui est sur la place. C'est pas mal ça. Ouais. Donc c'est beaucoup de jeunes enfants, et alors c'est assez marrant parce que l'été ils jouent au cricket soit devant l'église ou dans le parc de la Ferme Rouge, Ferme Rose pardon. Et donc oui, il y a toute cette jeunesse en fait qui est sur la place, et bon, je pense que par contre il reste un petit il n'y a pas vraiment de communication qui se fait avec eux, mais ça amène quand même une certaine vie autour de la place. En tout cas, ils sont absolument presque avec une capacité d'être en harmonie, de ne déranger personne. Et on a toujours tendance à penser que là, des étrangers, des réfugiés qui arrivent vont amener de la criminalité ou autre. C'est un centre d'accueil. Ils sont d'une discrétion et, comme tu dis, de jouer avec un peu de joie de vivre. Mais qui d'ailleurs, c'est un des éléments qui n'a pas été cité tantôt dans le caractère populaire encore. On n'a pas une pétition des quartiers pour lutter contre le méchant centre d'accueil des réfugiés. J'imagine. Et heureusement d'ailleurs, je serais le premier à lutter contre la pétition qui serait là, mais qui, je pense que personne ne se pose la question. Et donc c'est une harmonie. Il y a le centre sportif aussi qui est sur la place. Et quel genre de centre sportif? C'est un centre sportif communal, je pense, mais où il y a quand même pas mal de clubs, de petits clubs d'activités différentes. Sympa ça. On peut jouer un centre multisport. Il y a du badminton, basket, entre autres. Du volley. Les écoles viennent aussi la journée. Et historiquement, c'était le commissariat de police quand j'avais 15 ans. Moi, je savais pas. Il a bien été modifié. Mon quartier sur BX1. Et une des choses dont on n'a pas encore parlé, est-ce qu'il y a une vie culturelle? Est-ce qu'il y a des musées, des expos dans le quartier? Alors, il y a déjà une vie culturelle très, très, très présente à Uccle, notamment avec son centre culturel qui est très dynamique et qui a un jeu de pierre de la place. Mais pour répondre à la question concernant la place Saint-Job, il y a pas mal d'initiatives locales, notamment au sein de la communauté Saint-Job, de la montagne Saint-Job, donc cette petite montagne qui monte vers le plateau Aveil, faut-il le rappeler, où pas mal de riverains ont pris l'initiative il y a plusieurs années de créer une association qui s'appelle Montagne en Son et qui chaque année organise une série de petits concerts qui à différents endroits de la montagne Saint-Job, sur le plateau Aveil à plusieurs endroits, et donc c'est des concerts où le plus grand peut atterrir quelques centaines de personnes, même s'ils ont réduit un peu la voilure pendant Covid. Mais en tout cas, en fréquentation, ce sont des milliers de personnes qui viennent ce jour-là voir différents petits artistes. Et c'est très, 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 très chouette. Il y a également, dans la même logique musicale, chaque année, lors de la Journée mondiale du jazz, une initiative de créer de présenter plusieurs concerts sur la place avec un podium qui est dressé. Toujours dans le musical un peu plus folklore, il y a les fameux bals du 21 juillet qui a lieu là
organisé par la commune, enfin co-organisé avec Feu, le bistroquet et le cabestan qui étaient assez actifs. La friterie et le bistroquet qui étaient dans la co-organisation. Mais ça n'empêche que... C'était une belle réussite cette année, je crois. C'est une très belle réussite. C'était un groupe cover assez... Les Plaines, je pense. Magnifique. Et chaque année, donc c'est un événement populaire. Hein. Et il y a également Parcours d'artistes, qui est un événement également organisé par diverses... Enfin, c'est plutôt un événement qui concerne tout Uccle, mais qui est où le quartier Saint-Job est très actif. Et là, ce sont des artistes qui ouvrent leur maison pour présenter leurs propres œuvres ou les œuvres de l'un ou l'autre ami ou artiste. Ça bouge bien, ce quartier. Ça... Oui, le culturel est très... Est-ce que vous sentez une vie de quartier? Oui, parce qu'on parlait de ce côté village. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Bien sûr. Vous connaissez bien, les gens se connaissent un petit peu dans le quartier? Oui. Ouais. C'est ça qui est agréable, en fait. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a des fêtes de voisinage? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées entre Chez voisins? Christophe, oui, il y a tout. Quoi? Chez Christophe? Oui, je vais organiser des petites fêtes, mais bon, il y en a pas assez. Il n'y en a plus assez. Mais justement, comment vous le voyez évoluer, ce quartier, dans le futur? Comment vous pouvez l'imaginer? Comment il sera dans 20 ans? Mais moi, je pense qu'il sera toujours aussi attractif, convivial, même s'il y a une évolution qu'on a évoquée tout à l'heure, cette évolution se poursuit partout et je pense que Saint-Job gardera toujours plus que d'autres quartiers ce caractère populaire et convivial de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Alors, on n'est pas dans un pays des bisounours, hein, mais c'est là et tant qu'on restera vigilant, et je pense pouvoir dire en collaboration avec les autorités communales, parce qu'ils sont là, pas pour faire un message, et que le quartier restera attractif au niveau commercial, il conservera son âme sur l'ensemble des autres aspects. En tout cas, une chose qui a toujours l'air d'avoir été bien présente dans ce quartier, c'est la partie Horeca. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de bars pour le moment, mais en tout cas au niveau des restos, c'est vraiment un pôle d'attractivité. C'est connu, le côté de la place Saint-Job, il y a quand même pas mal de restos là-bas, non? C'est vrai. Oui, il y a beaucoup. Il y a une offre assez intéressante. Et puis, les restos sont assez qualitatifs aussi. Il y avait même le passage qui a été étoilé pendant de nombreuses années. Et qui le redeviendra. Oui, qui est un resto, on va dire, très connu des Uclois, je pense une bonne partie des Bruxellois. Et puis même, il y a des nouvelles adresses, comme je l'ai cité tout à l'heure, Choconut, qui a des produits très qualitatifs. Et les restaurants, en fait, les restaurants qui sont là depuis tellement longtemps. Le plus ancien aujourd'hui, le plus connu, c'est le Relais, qui était anciennement le Groom, où enfin il y avait deux restos puis ils s'est installé. Et ça fait je pense 25 ans, je dirais. Thierry Grotteglas ne m'en veut pas si je me trompe sur le nombre d'années qu'il est dynamisé par cette personne Thierry et qui a géré ça excessivement bien. C'est toujours rempli, donc quand le succès attire le succès, donc les autres restaurants autour en profitent également. D'autres enseignes arrivent, comme la Meute, on a cité tantôt, je voulais faire une remarque là-dessus, le fait que c'est fort jeune, Arnaud a dit ça dépend, mais moi ce que je remarque c'est que c'est une population qui ne venait pas sur la place Saint-Job, qui a été attirée grâce à l'arrivée de la Meute. Je pourrais dire ça d'autres. Ce que j'ai remarqué quand même à une certaine époque, puisque je connais un petit peu le quartier aussi, c'est qu'il y avait, j'ai l'impression que Uccle n'est pas tellement friand d'endroits de nuit d'une façon générale. Je me souviens que quand l'imprimerie était ouverte, ça a toujours posé beaucoup de problèmes, que ce soit avec les voisinages, que ce soit... Ça, à Ixelles, c'est la même chose. C'est vrai? Oui. Parce qu'à Ixelles, il y a quand même pas... Il y a beaucoup, mais c'est un peu malgré eux. Au niveau communal, on a plus l'impression de ce qu'on entend. C'est de manière générale, ou même avec ce qui s'est passé récemment avec le Fuse. Là, c'est vraiment le monde de la nuit pur et dur avec une boîte de nuit, mais c'est qu'il y a beaucoup de riverains qui arrivent, des nouveaux riverains, comme on expliquait tout à l'heure. Et quand ils entendent un peu de bruit, c'est directement branle-bas de combat, on prévient les autorités. Il n'y a plus de discours, pas de discours, mais de conversation possible. Et c'est pour ça que les bars, c'est devenu vraiment plus compliqué aussi à ouvrir et à tenir, parce que les riverains ont pris vraiment
pour acquis parfois, oui, il y a un peu de bruit le soir. Parce que finalement, les 2 bars qui étaient là, ils sont plus là, ils n'ont pas été remplacés. Là, vous parlez éventuellement d'ouvrir un bar dans le futur, mais ici, de nouveau, le non-remplacement des bars n'est pas lié à des plans de riverains. Mais apparemment, je me souviens de l'imprimerie, donc qui était un peu bar, un peu resto, un peu discothèque. Je voulais apporter une réponse ça m'intéresse. Plus locale. Arnaud a répondu de manière générale. L'imprimerie, ça n'a pas été une volonté ni de la part de riverains, ni à ma connaissance de la part des autorités communales ou du commissaire de police, c'est encore Monsieur Stark à l'époque, mais c'est la gestion même de l'imprimerie qui a mal évolué. Donc le gestionnaire a refusé de prendre les mesures nécessaires de sécurisation des abords extérieurs. Donc il y avait de plus en plus de monde qui ne pouvait pas rentrer. Donc quand les gens ne savent pas rentrer, ils sont pas contents. Quand ils sont pas contents, ça fait du bruit, les gens restent dehors. Les gens font du bruit, les gens restent dehors. Les lieux n'étaient pas aux normes et last but not least, il n'y a jamais eu de permis d'exploitation en boîte de nuit de la part de l'imprimerie. Mais il y avait une tolérance malgré tout. Donc, ce qui tend à montrer une autre image, se dire il y a une volonté de tuer le concept et le monde de la nuit, que du contraire, je pense... que Uccle reste sensible à voir quelques endroits parce que ça fait partie de nouveau d'un équilibre. Et là, par contre, là où je rejoins tout à fait Arnaud, c'est sur le fait que aujourd'hui encore plus qu'hier, une personne qui n'est pas contente peut avoir un pouvoir de nuisance et de mettre fin à quelque chose qui tourne super bien et qui est en harmonie, où la plupart des gens sont contents. Mais c'est pas le cas, c'est pas ça qui a fait l'évolution de l'imprimerie. Et à la fois aujourd'hui, après ça a été un peu un lieu maudit, les multiples repreneurs qui se sont succédés n'ont jamais réussi à en faire quelque chose. Et aujourd'hui, on a Mathieu Bioul, qui est l'ancien pianiste du Fou Chantant, qui a repris ça en plein confinement. Donc ça a été très. Il savait pas que ça allait arriver. Hein. Quand il a commencé, il n'a pas vu venir comme bon nombre d'entre nous. Mais je trouve qu'il a réussi à en faire un lieu très agréable. Il a reproduit le modèle du piano, et donc on va manger entre potes et tout le monde a les chansonniers. C'est parti, un pianiste. Et j'espère que ce sera enfin l'élément succès, qui est un peu un mix d'ailleurs, parce que y a moyen de bien s'amuser. Après, les horaires ne sont pas ceux de boîte de nuit, ça c'est sûr. Mais il y a de la vie, il y a toujours des belles initiatives pour venir essayer de faire quelque chose et un nouveau concept. Voilà pour l'imprimerie. Comme ça on en sait un petit peu plus sur le monde de la nuit de ce côté-là. Mon quartier sur BX1. On arrive déjà à la fin de l'émission et c'est peut-être le moment pour vous de nous donner le mot de la fin, nous conclure cette émission, me dire la dernière chose que vous auriez peut-être encore envie de me dire que vous m'avez pas encore donné jusqu'à présent. Déjà, merci de nous avoir invités. C'est sympa de pouvoir aussi parler de notre quartier où finalement on passe beaucoup de temps. Ce que moi je voulais dire, c'est ça fait maintenant, c'est notre 3e année où on est sur la place. Et c'est vrai que c'est un bon emplacement pour le commerce. Et il y a, comme le disait Christophe, je pense qu'il y a des commerçants qui sont aussi proches de la retraite. Et c'est gai d'avoir un nouveau tissu commercial jeune, actif, qui s'implémente. Donc, il faut aussi, je pense, pour des jeunes qui ont envie de s'implémenter, de vivre en fait dans ce quartier, c'est aussi le bon moment de regarder, je pense, et d'avoir des idées, parce que les gens sont à la recherche et demandent des nouveautés aussi. Et vous disiez qu'il allait y avoir peut-être quelques commerces qui allaient se libérer et que donc il y avait des possibilités pour le futur. Oui, la sujet, donc c'est pas parce qu'ils sont proches de la retraite qu'ils ne travaillent pas bien. Hein. Donc ils sont encore très motivés pour ce dont on parle. Mais c'est vrai que le message d'Arnaud que je partage, c'est que il y a pour qui penserait qu'amener une idée, quelque chose d'innovant et qui aurait sa place ici, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vide locatif pour le moment qu'il ne faut pas interroger l'association des commerçants, par exemple, pour proposer son projet. Et on a évidemment l'oreille de nous sommes l'oreille de l'ensemble des commerçants, et donc évidemment s'il y a un chouette projet et qu'on entend un commerçant qui va prendre sa retraite, on peut mettre en contact. Donc on est toujours ravis de voir encore du dynamisme, encore plus de dynamisme s'installer dans notre dynamique quartier. Génial, en tout cas le quartier Saint-Job, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on en connaît on connaît tout ce qu'on doit en connaître maintenant grâce à vous. Merci Christophe, merci Arnaud, c'est terminé pour aujourd'hui pour Quartier. On se retrouve demain entre 15h et 16h
15h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. Bonne fin de journée à tous et à demain. Au revoir.